Jeff. Filion. Radio X. Est-ce qu'on est prêt pour Miguel de l'Institut économique de Montréal? Miguel, t'es salué. Bon mercredi. Bienvenue à Radio X. Content de te jaser. Parle-nous un peu du plan économique. Là. C'est quoi la sauce que notre PM Trudeau, qui est peut-être pas c'est pas le gars le plus à l'aise en économie, on va se le dire, mais j'imagine qu'il est entouré. Il est entouré de gens qui le conseillent très mal. On a une mauvaise recette et de mauvaises idées pour la crise qu'on a actuellement. J'ai vu ce matin qu'il y a des gens qui devaient pas avoir de PCU, puis que finalement, ils en ont eu, puis qui vont la garder, puis que personne va la reprendre. Il y a de l'endettement à pu finir, et il y a de l'inflation qui nous guette, et ça, c'est une des pires affaires, même peut-être pire que l'augmentation de taxes et impôts, parce que c'est très sournois, hein? Oui, effectivement. Tout d'abord, salut Jeff. En fait, présentement, le plan Trudeau, on le sait, on dépense énormément, puis on le disait souvent, je le disais souvent aussi, le déficit fédéral, c'est quelque chose qu'il faut regarder pour nos prochaines générations. Mais en ce moment, il y a quelque chose qui nous guette, c'est l'inflation qui pourrait nous toucher dans les prochains mois, les prochaines années. C'est ce que des analystes de BMO et compagnie ont dit dans un rapport qui a été publié la semaine dernière. Tout d'abord, pour les auditeurs, je pense que c'est important de dire c'est quoi l'inflation. En fait, l'inflation, c'est la perte de valeur de votre argent. Donc, si on observe, par exemple, 2% d'inflation au cours d'une année, ça veut dire que chaque dollar vous donne 2% de moins de biens et de services. Fait qu'un exemple simple pour ça, là, c'est quand le prix du panier d'épicerie augmente, mais on s'entend pour un chirurgien de Westmount, payer sa salade 3 piastres de plus, ça change pas grand-chose. Mais pour le monde comme vous et moi, ça peut venir assez coûteux sur une année. Donc, le plan Trudeau, à force de dépenser énormément, comme en ce moment, c'est sûr que là, en pandémie, c'est un peu, on s'entend, c'est une crise, on n'a pas vraiment le choix, mais comme avant la pandémie et sûrement qu'est-ce qui s'en vient avec son plan de relance, les dépenses vont créer encore plus d'inflation. C'est les gens les plus vulnérables, les gens à revenus plus faibles ou aussi les gens qui sont à la retraite, qui ont des revenus fixes, qui vont être les plus touchés. Donc l'inflation, je dirais, c'est comme une taxe de plus pour la classe moyenne et les gens plus vulnérables. Puis c'est ce qui nous attend. On le voit, là, tu sais, je parlais avec Jonathan Hamel ce matin sur Radio Pirate, Jonathan que tu connais très bien. Ben oui. Puis on le voit déjà, Miguel, dans les coûts, tu sais, le 2x4 a doublé. Donc, il y a des choses comme ça, la construction, on le voit. Donc, la marchandise, les feuilles de 4x8 qu'on a besoin pour mettre sur le toit, celles qu'on met sur le plancher, toutes les raisons du monde sont bonnes pour justifier les augmentations. Trop de demandes aux États, trop de ci, trop de ça, problème de production à cause de la COVID. Tout est là. Mais, tu sais, des fois, on dit l'inflation, elle est comme un peu cachée, puis on s'en rend pas compte. C'est à coup de 10 cents ici et là. Mais il me semble que là, on la voit vraiment. Et rajoute à ça les sursauts du prix du pétrole qui commencent déjà à se faire sentir, avec un litre, entre autres, à 1,27 dans la région de Montréal en ce moment où on se parle. On s'en va vers une recette de gâteaux qui sont pas mangeables, là. Non, effectivement. Puis pour l'essence, ça risque d'augmenter encore plus parce que notre très cher premier ministre Trudeau a mis en place en ce moment la norme sur les combustibles propres, que ça s'appelle. Donc, c'est essentiellement une autre taxe sur l'essence. Donc, l'essence va augmenter encore. Donc, la réglementation peut aussi pousser l'inflation vers la hausse. Puis c'est ce qu'on voit présentement. Puis le plan Trudeau, honnêtement, je suis très d'accord avec les analystes des banques canadiennes. Je pense que l'inflation peut frapper fort là, dans les prochaines années si on continue comme ça. Il y a encore moyen de se réajuster, mais avec le plan de relance qu'il va proposer, ça m'étonnerait qu'on se réajuste, là. On parle des étudiants, Miguel. Les étudiants les jeunes sont les grands perdants de ce qui est arrivé. D'abord pour leur vie sociale. J'ai vu des gens m'écrire sur les réseaux sociaux, se moquer du fait qu'on est en train de défendre les jeunes pour avoir leur vie avec leurs amis, faire leur sport et tout. Comment on peut être un si mauvais humain? Ça existe. Ces gens-là sont souvent avec des noms inventés. On n'est jamais capable de savoir qui ils sont vraiment, mais ils existent. Il y en a qui s'en foutent carrément. Les pires égoïstes se foutent de tout le monde alentour d'eux. D'abord que eux sont heureux, le reste, on s'en fout. Mais moi, je fais un débat depuis des mois, essayer de me battre pour redonner à mes enfants et aux enfants des autres leur vie normale. Et un des endroits où ça frappe fort, et on l'a vu cette semaine, c'est les résultats scolaires. Et ça, pour se préparer avec la vie de demain, qui est une vie où ce qu'ils seront dans un milieu hyper compétitif, où un paquet de pays que dans le jour qu'on était jeunes,
les habitants de ces pays-là avaient une éducation très ordinaire. Et là, maintenant, ces pays-là sont hyper développés, très techno, etc. Donc, on devra être capable de compétitionner ces pays-là et avoir une main-d'œuvre qui est beaucoup plus éduquée que nous, on avait besoin de l'être en 1980. Et là, ils sont un peu abandonnés avec ce qu'on voit comme résultat depuis quelques jours concernant, entre autres, les mathématiques surtout. Effectivement, on est en train d'hypothéquer un peu une tranche de la population des adolescents en ce moment au secondaire. Puis on le voit, je dirais qu'habituellement, la normale là, pour le taux d'échec en mathématiques au secondaire, il est autour de 15%. Mais en ce moment, avec la pandémie, il a gonflé à 25%. Donc, c'est quand même une personne sur 4 qui est en situation d'échec en mathématiques. Là. Puis c'est pas en art plastique, là, c'est en mathématiques. Puis on s'entend que les maths, c'est quelque chose qui va être extrêmement important plus tard dans leur développement. Donc, moi, je trouve ça vraiment inquiétant. Puis, j'ai regardé aussi le classement mondial. Puis, on dit toujours que le Québec fait quand même bonne figure à l'international. Mais c'est sûr que si on compare à des pays comme, je sais pas moi, la Mozambique ou des places comme ça qui ont un système d'éducation qui est vraiment malheureusement mauvais, ben c'est sûr que quand on se compare, on se console. Mais quand on regarde les pays asiatiques ou certains pays européens, on voit que au Québec, on fait pas si bonne figure. Puis même, je pourrais dire, Jeff, moi, j'ai fait de ma maîtrise en économie à l'Université de Toronto. On était 4 Québécois. Tout le reste, là, je te dirais, c'est environ soit des Asiatiques ou des gens de l'Europe. Puis leurs mathématiques étaient vraiment plus avancées que nous. Là. Fait que c'est pas vrai qu'ici, au secondaire, ce qu'on voit, c'est super avancé. Là-bas, des fois, ils le voient même au primaire. Là, est-ce que tu dis là, ça s'applique pas seulement qu'à l'Université de Toronto. Les campus universitaires américains sont bourrés de gens de peu importe le pays d'Asie. Les Asiatiques ont soif de savoir. T'sais, on parle souvent de certains pays, entre autres l'Iran, qui a énormément, mais ça c'est un pays plus fermé, mais énormément d'éducation pour former des codeurs, des ingénieurs, des mathématiciens, des chercheurs, etc. Et là, on parle de pays un peu bizarres. C'est un peu drôle de voir que notre endroit, on dirait qu'on est jamais en 1975 sur la manière d'enseigner, puis qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants. L'histoire de la flûte cette semaine, c'est assez représentatif de ce qu'on est en train de parler. La flûte, apprendre la flûte à l'école en 2021, à travers la COVID, on va continuer à jouer de la flûte, c'est important. Mettez votre doigt sur le trou pour pas que l'air sorte de là. Faire de la musique, pas de musique, là. Oui. Ouais, c'est ça. Puis je pense qu'on s'en va pas dans la bonne direction. Là, surtout que quelques groupes de pression là, qui parlent de que maintenant on devrait plus mettre des étudiants en échec ou au final qu'il n'y ait plus de conséquences de pas étudier ou de pas performer. Je pense que c'est pas le bon moyen de procéder si on veut vraiment éduquer nos gens. Puis on le sait, c'est un des facteurs l'éducation les plus importants au niveau de vie des gens. Puis c'est pour ça qu'au Québec on a réussi à sortir de la pauvreté parce qu'on était quand même une province assez pauvre. Il y a pas si longtemps. Puis c'est le degré puis la qualité de l'éducation reçue qui peut nous aider à faire ça. Donc, on devrait plutôt favoriser puis encourager l'éducation. Puis en ce moment, avec les taux d'échec qui sont énormes, on le voit, c'est la vie sociale des étudiants qui est mise à l'épreuve. On devrait leur laisser faire du sport. On devrait leur laisser un petit peu plus socialiser. Sinon, on va vraiment les hypothéquer. Là. Ce qui est important aussi, c'est la valeur du diplôme. T'as bien beau les accepter. Tu dis, pas de problème. Tu vas passer. Puis à la fin, tu lui donnes un papier marqué diplôme dessus. C'est pas même ça marche. C'est-à-dire, à un moment donné, le diplôme, faut qu'il y ait une valeur, faut qu'il y ait l'effort qui est en arrière de ça. Juste avoir un papier avec ton nom dessus, en fin de compte, Christophe, si t'as pas les aptitudes par rapport au papier, ben ça vaut rien. Là. En réalité, ça vaut absolument rien. Ben oui, effectivement. Puis déjà, au Québec, on part avec une prise parce qu'on a voulu avoir un système d'éducation qui est différent de partout dans le monde, partout au Canada. Fait que là, après, quand on fait nos demandes pour la maîtrise, pour le baccalauréat, même pour le cégep, si on veut faire du collège ailleurs, c'est assez compliqué. Fait que là, si on met en plus de ça des taux d'échec qui sont élevés, notre diplôme ne vaudra plus grand-chose. Hein.
Puis là, rajoute que le péquiste, François Legault, va probablement passer d'ici l'élection l'interdiction pour les jeunes francophones d'aller au cégep en anglais. Oui. Ça qui est une autre histoire qui n'a pas de bon sens. Là. C'est une autre histoire terrible qui va nous garder dans un carcan qui nous rend justement moins bons alors qu'on devrait être dans les tops. On a tout ce qu'il faut pour être bon. Mais malheureusement, on se met nous-mêmes des bâtons dans les roues. Hey, c'est le temps de... c'est une des saisons les plus poches. C'est le temps des maudites impôts. On fait quoi avec ça, là? Oui, ben c'est la saison des impôts, comme tu dis, qui commence au Québec. On reçoit tous nos T4 par les temps qui courent. Fait qu'on s'apprête à passer du temps de qualité avec l'Agence du revenu du Canada. Yes. Puis je trouve que c'est quand même quelque chose d'important quand on remplit notre déclaration d'impôt de se demander est-ce que j'en ai pour mon argent? Parce qu'on le sait présentement, le Québec, il y a le taux de pression fiscale moyen le plus élevé au Canada, c'est à 39 %. Donc, ça, c'est pour dire, par exemple, j'ai 100 $ qui me revient, ben je vais en garder seulement 61 $. Ça, c'est en moyenne. Il y en a plusieurs qui en gardent moins, il y en a d'autres qui en gagnent plus. Mais ça reste qu'on est les plus taxés au Canada. On dépense plus aussi que les autres provinces du Canada, mais maintenant, est-ce qu'on en a assez pour notre argent? Moi, je pense que non. Puis je pense que vous allez être d'accord avec moi. Les gens en pyjama pensent que oui, eux autres. Les gens en pyjama sont les gens en pyjama sont très, très, très heureux. Ils trouvent que tout va bien. Non, c'est sûr qu'on n'a pas notre argent. Voyons, c'est les routes tout croche, les écoles qui datent des années 50, les hôpitaux qui sont en ruine, le personnel qui fuit. On va dire de quoi? C'est un méchant constat d'échec. On paye pour, on sait pas trop quoi. Jamais les Québécois qui acceptent de se faire avoir de même toléreraient, parce que les Québécois qui vont dans les restaurants et qui achètent une patente, un plat à 20 $, si c'est pas leur affaire, moi dire de quoi, ils deviennent assez méchants avec soit le serveur ou le gérant du resto. Pourtant, c'est le même à longueur de journée, tous les jours de l'année, puis ça leur dérange zéro. C'est comme si on a comme perdu le fait qu'on paye nos impôts dans notre paye. C'est ça qui nous a rendu de même. Si quelqu'un venait chercher à notre porte à tous les jours le 100 $ qu'on leur doit par jour, ou juste faire un chèque, Jeff, juste avoir à faire un chèque, là. Oui, on fait ça chaque semaine, on fait le chèque, puis on l'envoie au gouvernement, un au fédéral, puis un au provincial. D'après moi, les gens deviendraient plus sensibles. Ah, c'est certain. Puis je pense qu'au Québec, un des problèmes, c'est qu'on essaye toujours de les résoudre en jetant de l'argent sur le problème. Fait que quand on dit que le système de santé fonctionne pas, on se dit il est sous-financé. Le système d'éducation fonctionne pas, il est sous-financé. C'est toujours comme ça. Fait qu'on veut toujours rajouter de l'argent, mais au final, c'est les contribuables qui en souffrent. Puis des fois, la solution, c'est pas vraiment qu'il manque d'argent, mais seulement que les ressources sont mal allouées, qu'il y a trop de bureaucratie, puis que c'est pas efficace. Donc, il faut vraiment des réformes de fond. Puis, je le disais l'autre fois aussi à Pierre Nantel, là, à l'émission de Cube Radio, c'est comme si au Québec, on essaye de changer les fenêtres quand que c'est un problème de t'as essayé de convaincre Pierre Nantel, c'est très drôle. Mais c'est quand même un chic type, là. On a bien aimé discuter, mais effectivement, tu sais, c'est ce qu'il faut se demander au Québec de se dire, est-ce qu'on est prêt à se donner les moyens puis à donner des vraies réformes à la place de toujours lancer de l'argent sur le problème. Pierre, ça fait 30 ans que je le connais, là. Ces gens-là sont indécrottables. Eux autres, c'est des amoureux de l'État. Tu gagneras jamais. Tu gagneras jamais. C'est pas un mauvais gars, mais c'est des gens qui pensent que la solution passe par le gouvernement et plus d'argent, alors qu'ils ont, à tous les jours, ils voient de leurs yeux, ils voient de leur visu, ils sont capables de voir que c'est un échec sur toute la ligne, mais ils sont jamais capables de le reconnaître. Et la seule manière de corriger quelque chose qui allait mal, c'est de rajouter de l'argent. Mais là, tu dis, voyons, ça allait déjà mal. Même si on rajoute de l'argent, ça réglera rien. Non, ils sont indécrottables, ce monde-là. Indécrottables. Merci, Miguel. Très gentil de ta part. On s'en parle mercredi prochain. Miguel est de l'Institut économique de Montréal. Toujours le fun de lui parler chaque mercredi. C'est un beau complément par rapport à ce qu'on jase avec notre ami Pierre Couture les lundis et vendredis. On se fait une pause. Après, on a la boîte à Jerry, je pense. On est dans la boîte à Jerry. Après, exactement. On va aller faire un tour dans la boîte. Jerry a plein de petites affaires pour nous autres. On vient tout de suite après la pause sur Radio X. Radio X.